Vous aimez ce podcast et vous souhaitez me soutenir en me laissant un petit pourboire ou un généreux encouragement? Rendez-vous sur Tipeee, le site qui récolte les tips. Dans votre barre d'adresse, après https tapez fr.tipeee avec 3 e.com/les destins flottants avec un tiré du 6 entre chaque mot. Merci. Bonjour et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Les transformer ou les diluer, comme le dit si bien Camille Griselin, fondatrice de l'hypnose sagesse. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de faire en sorte qu'elles prennent moins de place en ajoutant d'autres croyances. Nous sommes un tout, et les croyances ne sont limitantes que si elles prennent trop de place dans notre esprit. Nous questionnons également les croyances externes, soit les perceptions que nous avons du monde et des choses. C'est en ce sens que le podcast s'appelle « Destin flottant », puisque notre destin flotte, changeant en permanence en fonction de nos perceptions. Je suis Anaïs et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Je travaille aujourd'hui pour des projets humanitaires et environnementaux à l'étranger, ce qui ne cesse de bousculer mes propres croyances héritées de mon éducation occidentale. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques ou vos questionnements sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Donc aujourd'hui, mon invité est un écrivain passionné par tous les domaines qui touchent aux sciences et à la conscience, expérience de mort imminente, sortie hors du corps, état de conscience modifié, et il consacre depuis plus de 20 ans la plupart de son temps à l'étude de ces phénomènes. Donc tous ces savoirs accumulés ont fait de lui un expert transversal. Et enfin, il gère donc un institut suisse de recherche sur le comportement des voyageurs aériens à l'échelle mondiale. Bonjour David Perroux. Bonjour Anaïs. Alors déjà, j'aimerais un peu connaître donc ton histoire et surtout comment tu es arrivé à t'intéresser à la physique et aux sciences de l'univers. Alors oui, bon, mon histoire est assez longue. Je vais essayer de la résumer pour que ce soit digeste pour tes auditeurs. Mais bon, à la base, j'ai fait des études, donc des études d'abord en marketing, et puis ensuite j'ai obtenu un master, un MBA en finance aux États-Unis. Donc voilà, j'ai un MBA universitaire. Je l'ai fait dans une école qui était très analytique, donc j'ai à la base un esprit assez scientifique et analytique. Et puis de profession, j'ai utilisé ces connaissances pour ensuite travailler dans les études de marché. Et au fil du temps, avec un associé, j'ai ouvert mon propre institut d'études de marché, comme tu l'as mentionné avant, qui aujourd'hui est est le leader mondial de l'étude du comportement des passagers. Donc mon esprit analytique, je l'ai depuis le début, mais au-delà de l'utilisation de mes connaissances en finance, j'avais envie de poursuivre ma quête scientifique, mais de manière privée, c'est-à-dire pas forcément pour un usage professionnel, bien que ce soit venu après avec l'écriture de mes livres, mais par pur intérêt personnel, parce que je me posais ces grandes questions que au début je pensais qu'on se les posait tous, mais j'ai vu que finalement certaines personnes se les posaient et d'autres s'en fichaient, ce qui est très bien pour elles aussi. Mais ces grandes questions qui sont au fait d'où venons-nous, qui sommes-nous, est-ce que notre existence a-t-elle un sens? Donc je pouvais pas regarder le ciel étoilé sans me demander ce que c'était ces étoiles, s'il y avait d'autres planètes qui tournaient autour, jusqu'où allait l'univers, comment il était né, comment ensuite était né notre système solaire, notre planète, la vie sur Terre, qu'est-ce qui faisait que j'étais là assis à regarder les étoiles et en me demandant au fait pourquoi tout ceci existe.
Donc j'ai vraiment voulu comprendre, et ça m'a amené à une quête qui a commencé par être une quête purement scientifique, et puis qui ensuite s'est étendue à des choses plus métaphysiques, plus spirituelles. Oui, qui a duré bien 20 ans. Donc ça fait bien 20 ans que je me passionne pour ces sujets. J'ai commencé par l'astrophysique, la cosmologie, puis ensuite je voulais vraiment comprendre la naissance de l'univers, et j'ai pas compris au fait pourquoi on expliquait la naissance par une explosion, l'explosion du Big Bang. Je voulais savoir ce qu'il y avait avant, et là on m'a dit mais ce qu'il y avait avant, c'est du domaine de l'extrêmement petit, de la physique quantique. Donc j'ai étudié la physique quantique. La physique quantique m'a amené à comprendre qu'il y avait de la conscience partout, donc je me suis plus particulièrement intéressé à tout ce qui était conscience, nature de la conscience, capacité de la conscience, ce qu'on nomme aujourd'hui science noétique. Donc voilà en gros, en très résumé, mon chemin. Et est-ce que tu peux déterminer quelle croyance tu avais sur le monde à ce moment-là, ou sur toi-même? Je dirais, étant issu du monde académique, j'avais une croyance du monde qui était très matérialiste. Voilà, quand on fait de la finance, on s'intéresse particulièrement à l'économie, et l'économie est très matérialiste. Donc, et ensuite, avec le même état d'esprit, j'ai cherché à comprendre l'univers, probablement par les lois d'attraction. J'ai lu des auteurs comme Hawking, par exemple, qui expliquent la naissance de l'univers par une série de hasards, donc qui restent dans un matérialisme et un déterministe pur et dur. Et il m'a fallu vraiment aller au bout de ces recherches pour me rendre compte qu'il y avait des incohérences. Il a fallu que j'ai entre mes mains tout d'un coup par hasard, enfin si le hasard existe, c'est une croyance que j'avais, que je n'ai plus aujourd'hui, mais que j'ai entre les mains le livre de Raymond Moody sur les expériences de mort imminente, la vie après la vie, pour commencer à me rendre compte que finalement le hasard et le déterminisme n'expliquaient probablement pas tout, que si on choisissait cette voie, la logique voulait qu'on trouve des explications à tous ces phénomènes de conscience augmentées ou différentes, et que ces explications, selon moi, devenaient de plus en plus ambiguës et tenaient pas la route. Et au final, je me suis laissé convaincre, mais toujours avec des déductions scientifiques, que la réalité était tout autre, et qu'il fallait admettre au fait d'autres dimensions, et des dimensions non matérielles, et une conscience transversale, un champ d'information universel pour arriver à expliquer tous les phénomènes qui m'intéressent. Et du coup, je suis vraiment passé d'une croyance purement matérialiste à une croyance beaucoup plus large aujourd'hui. Et alors, est-ce que tu as interrogé des scientifiques, ou comment as-tu étudié tout ça finalement? Alors j'ai beaucoup étudié dans mon coin en lisant. Au début de cette quête, il y avait pas encore beaucoup de choses sur Internet. Ça commençait, mais il y avait pas énormément de choses sur Internet. Il y avait pas toutes ces vidéos YouTube qu'on trouve aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup commencé en lisant. Après, j'ai confronté mes idées avec des scientifiques, effectivement, en parlant avec eux. Et ensuite, j'ai cherché à rencontrer des personnes qui avaient fait des expériences qui m'intéressaient, comme des sorties hors du corps, des expériences de mort imminente ou d'autres expériences de conscience modifiée. Et ma connaissance, c'est un amalgame de tous ces facteurs. Aujourd'hui encore, j'essaie de trouver des témoignages dans des podcasts comme le tien, ou dans des vidéos de tous ces phénomènes-là. Et je continue à privilégier des rencontres face à face quand je le peux avec des expérienceurs, parce que je trouve que là on peut, avec mon propre bagage de connaissances et mon bagage théorique et pratique aussi, j'arrive à leur poser des questions qui
qu'ils n'ont pas forcément traité dans leur livre ou dans leurs vidéos, et en apprendre encore un peu plus. Tu connais peut-être l'INRES, alors qui est fondé par Stéphane Alix? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le dernier podcast que j'ai enregistré avant celui-ci était à l'INRES. Ah d'accord, super. Et bah justement, Stéphane Alix est passé juste avant toi sur ce podcast-là. Sur Il ce va être podcast, ah ben publié. voilà, il y a une croisée des chemins. Ouais, exactement. J'ai Et déjà aussi donné une conférence en même temps que lui. Bon, lui, c'était la star. Moi, j'avais publié qu'un roman à ce moment-là. J'étais dans une plus petite salle, mais j'ai eu la chance de le rencontrer brièvement à cette occasion. Oui, avec l'INRES, l'INRES a fait un grand article sur mon deuxième livre, Les Amants du ciel, un très bel article. Et puis récemment, j'ai enregistré un podcast sur les mémoires akashiques à l'INRES, qui viennent de publier d'ailleurs. Alors justement, comment t'es venue l'idée de vouloir transmettre tes connaissances à travers des romans? Alors au fil du temps, alors que j'accumulais mes connaissances scientifiques et que je les partageais, j'échangeais avec des scientifiques justement, m'est venu, en fait, eux m'ont souvent dit, mais c'est assez intéressant. Euh, Tu as une bonne connaissance. Alors si par exemple je rencontrais quelqu'un spécialisé en physique quantique, il me disait oh mais tu as des bonnes connaissances en physique quantique. Évidemment, j'avais pas la profondeur qu'il avait. Lui, c'était son métier. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que tu as une connaissance transversale, parce qu'au bout d'un moment, je m'amusais à suivre la conscience dans tous ces champs d'application, et ça m'amenait à rencontrer et à m'intéresser à beaucoup d'autres domaines de la physique, comme la biologie, les neurosciences, l'évolution de la vie, etc. Donc beaucoup m'ont dit au bout d'un moment, tu devrais quand même écrire quelque chose, parce que les ponts que tu fais, les liens que tu fais entre les différents domaines de la science sont intéressants. Et nous, on a plutôt une connaissance horizontale et non transversale, donc tu devrais partager tes connaissances. Et je les ai pris au mot. J'ai essayé d'écrire quelque chose de scientifique, donc d'assez sérieux. Et j'avais l'impression que c'était pas bon. Je faisais une sorte de résumé de tout ce qui avait déjà été écrit. Et je me suis même ennuyé en me relisant, et je me suis dit, si moi-même je m'ennuie, et Dieu sait ce que ça va être pour le lecteur, je vais pas lui imposer ça. Donc j'ai laissé le projet. Durant quelques années, j'y pensais plus trop. Et un jour, je suis allé suivre une retraite qui était animée par Eckhart Tolle. Et Très connu, Eckhart très Tolle, connu, hein. une Un très belle, des grands guides spirituels. un grand guide spirituel. Et effectivement, il l'animait dans un endroit magnifique dans l'État de New York. Et il y avait on sentait l'énergie, on sentait l'ouverture des consciences, on sentait en fait que c'était un moment spécial. Et durant ce moment-là, j'ai eu une très très forte intuition qui était que je devais reprendre ce projet d'écriture, mais le faire sous forme de roman. En fait, l'idée que j'ai eue, c'était de partager mes connaissances. Mais sous forme assez joviale et assez didactique, et en amusant les gens, plus qu'en leur imposant un résumé de mes connaissances. Et une fois que j'ai eu cette idée, le lendemain, je me suis mis à écrire, et puis ça a vraiment coulé. C'était très facile d'écrire, et c'est comme ça qu'est né mon premier roman. Et puis ensuite, j'ai répété l'exercice parce que j'avais encore des choses à dire. Et aujourd'hui, j'ai écrit 3 romans et un roman graphique, et je suis en train d'écrire mon 4e. Super. Et alors justement, t'as pas eu des croyances à ce moment-là, malgré ton intuition qui te disait mais j'ai jamais écrit de livre, et en plus j'ai pas de formation littéraire. Enfin, moi je sais que n'ayant eu qu'une formation littéraire, j'aurais eu du mal à me dire je vais écrire quelque chose de scientifique, même si l'intuition était forte. Là, t'as pas eu de croyances limitantes spécifiquement, ou comment ça s'est passé? Je pense on a toujours des croyances limitantes, mais je pense, déjà assez avancé sur le chemin de la conscience pour savoir qu'une intuition comme ça n'arrive pas tous les jours. J'avais senti le goût de cette intuition, en fait, que c'était vraiment une guidance. Et voilà, j'avais assez de connaissances toujours dans ce même domaine pour savoir que c'est des choses
dont il est difficile d'aller à contre-marée. Donc mais j'avais ces croyances limitantes. Et ce que je me suis dit, bah, essaye, t'as rien à perdre. J'étais dans ce séminaire, écartelé, parlait deux fois par jour. Ça nous occupait 4 heures, 2 heures la journée, 2 fois le soir. Je dis, bah, voilà, écris 2 chapitres et puis tu verras bien ce qui sort. Et j'ai été surpris par ce qui sortait. Donc j'ai écrit plus que 2 chapitres. Puis au bout d'un moment, oui, mes croyances limitantes sont revenues. Donc je me suis dit, bah, je vais les faire lire à ma famille et à mes amis, voir ce qu'ils en pensent. Et ils m'ont tous dit que qu'il fallait que je continue. Donc finalement, ces croyances ont été supplantées par le plaisir que j'avais à écrire, puis aussi par le plaisir que les quelques personnes à qui j'avais donné ces lignes à lire ont éprouvé en les lisant justement. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah vas-y. J'étais conscient que j'aurais probablement besoin d'aide pour le style, etc. Donc quand j'ai fini mon premier livre, j'ai demandé à un professionnel de le relire. Et en voyant qu'il avait fait très très peu de retouches, je me suis dit que voilà, c'était un exercice que j'avais pas besoin de répéter pour les autres. Et voilà, maintenant après en avoir écrit 3,5, parce que c'était une BD, donc c'est quand même un peu moins de texte, ces croyances ont totalement disparu et au contraire, j'ai une certaine confiance quand je me mets à écrire que je sais le faire. Super. Et revenons un peu sur cette retraite avec Eckhart Tolle. Est-ce que ça a été un point de bascule dans ta vie, une prise de conscience? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette retraite? Alors je dirais que la retraite elle-même était un peu dans la continuité. J'ai fait un travail sur moi, un travail sur ma conscience, sur l'ouverture de ma conscience qui a été progressif, très progressif, assez lent, et que le séminaire d'Eckhart Tolle en a fait partie. Ça n'a pas été un point de bascule. Par contre, cette intuition a été un point de bascule dans ma vie parce que après cela, après avoir écrit mon premier roman, j'ai commencé à y consacrer de plus en plus de temps. Il y a tout ce qui va à côté d'écrire les romans qui est intéressant aussi et qui a commencé à me passionner, comme ce qu'on fait maintenant, le partage de ces connaissances. Je le fais de manière très didactique et très ludique à travers mes romans, et puis je peux le faire de manière un peu plus structurée, un peu plus scientifique, au travers de débats, de conférences, d'émissions, de podcasts. Donc tout cela a commencé à me prendre vraiment beaucoup de temps. Du coup, après l'écriture de mon deuxième roman, j'ai décidé de vendre mon institut. Donc on peut corriger ce qu'on a dit au début. Je suis plus propriétaire de l'institut. Je fais pas encore partie du conseil d'administration. Je l'ai vendu à mon associé, donc c'est une personne c'est un ami et une personne qui m'est très proche, donc on travaille encore beaucoup ensemble. Mais j'ai plus sur mes épaules la responsabilité ni d'implication financière, donc je le fais de manière très libre et j'ai dégagé beaucoup de temps pour ma carrière d'écrivain. Du coup, oui, c'était un point de bascule parce que j'ai changé de métier du tout au tout. Donc aujourd'hui, tu es écrivain à temps plein alors? Aujourd'hui, je suis écrivain, conférencier à temps plein, oui. Alors dans tes romans, donc tu évoques les théories d'Ervin Laszlo, hein, qui est un théoricien des systèmes, qui est 2 fois sélectionné pour le prix Nobel. Alors tu évoques donc ces théories qui sont le champ quantique et les mémoires akashiques. Alors peux-tu les définir pour nos auditeurs qui n'ont pas lu tes livres? Alors c'est vrai que le champ quantique ou les mémoires akashiques, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous mes livres. Et notamment le dernier, qui est vraiment un roman qui est basé sur ce qui pourrait arriver si on était capable de lire les mémoires akashiques. La base scientifique de ce champ d'information existe et un des pionniers, une des personnes qui allait le plus loin, c'est Eric Laszlo, qui par justement la compréhension de plusieurs domaines de la science, dont la théorie des systèmes et la théorie du chaos,
a réussi à démontrer que l'explication la plus plausible et la plus logique à la structure de l'univers, notamment toute la structure qu'on connaît pas, parce que les cosmologistes s'entendent pour dire qu'on connaît à peu près 5% de la structure de l'univers. Tout le reste, ils l'appellent matière noire, matière grise ou énergie noire ou grise. Et c'est une inconnue pour la science, encore une des grandes inconnues de la science. C'est peu de le dire, hein, quand on pense que 95% de la matière de l'univers est inconnue, ça veut dire que même que la science matérialiste a découvert qu'une petite partie de la réalité. Et dans cette grande inconnue, dans ces 95% d'inconnus, on sait maintenant, si on s'intéresse justement aux sciences néotiques, aux sciences de la conscience, que il est fort probable qu'il y ait énormément de conscience, qu'il y ait de la conscience partout, mais aussi que, au fait, il s'agisse d'un vaste champ d'information où tout ce qui est jamais arrivé, où que ce soit et par quelque forme de vie que ce soit dans l'univers, ait laissé une trace et une information, et que cette information existe et qu'on peut y accéder. Et la différence entre champ quantique et mémoires akashiques, alors? Alors, la différence, elle est assez sémantique. Moi, j'aime dire que le champ quantique, c'est ce champ d'information quantique parce que vu que l'information n'est pas faite d'énergie qu'on peut mesurer, elle est probablement d'ordre quantique. Donc c'est une information d'une autre nature que l'information qu'on est capable de capter, parce qu'il y a bien de l'information qui existe et qu'on ne voit pas et qu'on est capable de capter. C'est comme ça que marchent les radios, les télévisions, les téléphones portables, le Bluetooth, etc. Mais cette information est d'une autre nature. On n'arrive pas encore avec les outils actuels à la capter. Je suis convaincu que nos cerveaux la captent. Ils sont outillés pour, mais on n'a pas de machine pour capter cette information. Donc, elle est probablement de nature quantique, parce qu'on a encore beaucoup à découvrir sur la nature de l'univers quantique, donc de l'infiniment petit. Donc pour moi, la seule différence que je ferais entre ce champ d'information quantique, donc le champ quantique, et les mémoires akashiques, c'est que l'un est toute l'information qu'il existe, donc le champ quantique est toute l'information, y compris l'information qu'on échange actuellement, et les mémoires akashiques seraient l'information passée, donc l'information enregistrée de ce qui s'est passé dans l'univers, d'où le terme mémoire. D'accord. Et justement, alors, tu parlais de matière noire donc tout à l'heure. Il me semble qu'on a essayé de la mesurer, cette matière noire, et qu'ils étaient tombés sur un chiffre qui était assez surprenant parce que ça aurait pu correspondre à toute une combinaison en fait d'univers, et nous, on serait l'univers qui serait tombé sur cette mesure-là, comme par hasard, et qui serait propice à la vie. Et si on enlevait un zéro, ça bougeait quelques éléments qui rendaient impossible la vie sur Terre. Est-ce que tu as des connaissances à ce sujet? Je sais pas si... Alors, le fait que les paramètres de la vie sur Terre ou de la vie dans l'univers soient incroyablement précis, ça c'est un fait scientifique. Il y a un grand mathématicien, Roger Penrose, qui a calculé ça. En fait, il a calculé la probabilité que la vie sur Terre soit apparue par hasard. Et le chiffre qu'il a découvert est probablement en relation avec le chiffre que tu mentionnes. En gros, c'est un chiffre tellement énorme que en négatif, qu'il a démontré de manière mathématique que la théorie comme quoi on serait là par hasard, c'est-à-dire que tous les paramètres pour que la vie arrive sur Terre soient alignés, est tellement improbable que c'est nul. Donc cette démonstration mathématique, au fait, tente à prouver que si on est là, c'est parce que ces paramètres ont été ajustés. Par qui, comment, ça reste une grande inconnue. Après, tu mentionnes aussi la possibilité de multivers, c'est-à-dire de plusieurs univers. C'est absolument probable. Je m'y intéresse pas spécialement dans le sens où il y a beaucoup de théories, il y a comme la théorie des cordes, la théorie des multivers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà qu'on est beaucoup plus que la matière qu'on prétend être.
jusqu'où ça va, c'est-à-dire combien il y a de dimensions ou combien il y aurait d'univers. Pour l'instant, c'est des sous-questions dans ma quête. Peut-être un jour j'y arriverai, mais pour l'instant, il y a déjà tellement d'inconnus avant d'arriver jusque-là que je m'occupe de mettre un peu de lumière sur ces inconnus. Bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es intéressé, il y a cette croyance concernant le fait que l'âme pèserait 20 grammes, que chaque corps, à sa mort, perd 20 grammes. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette croyance? Je l'ai retrouvé dans plusieurs recherches scientifiques. Personne n'a jamais osé l'affirmer parce que pour démontrer quelque chose en sciences traditionnelles, il faut beaucoup de preuves. La dernière fois que j'ai lu ça, c'est dans les travaux qui sont faits à l'Institut de sciences noétiques de Genève, où ils ont une personne, Nicolas Fraisse, qui sort régulièrement, qui fait régulièrement des sorties hors du corps. Il a été d'accord d'en faire sous surveillance scientifique. Et ils ont pu démontrer pas mal de choses avec ces expériences. Et une des choses qu'ils ont commencé à réussir à démontrer, mais encore une fois, 20 grammes, c'est peu et c'est beaucoup. Donc il faut pouvoir vraiment démontrer de manière irréfutable. Et à ma connaissance, il manque de budget pour l'instant pour le faire. Mais une chose qu'ils ont constaté, c'est que en pesant Nicolas avant, pendant et après ses sorties, il retrouvait une différence. Je ne sais pas si c'est 20 grammes, je connais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait une différence de poids effectivement. Et du coup, c'est possible que l'âme ait un poids. Je peux pas l'affirmer. De nouveau, ce serait magnifique parce que ça pourrait être une preuve scientifique. Après, dans le fait que l'âme ou la conscience, selon le terme qu'on veut lui associer, est indépendante du corps et s'associe au corps le temps d'une vie. Là, sur ce fait-là, j'ai pas de doute. Et en lisant mes livres, on se rend compte que je traite beaucoup de ce sujet-là parce qu'il est passionnant. Oui, effectivement. Alors, tu évoques notamment dans tes livres à plusieurs reprises les familles d'âmes, les flammes jumelles et les âmes sœurs. Alors, pourrais-tu les définir et sais-tu quelles croyances ont évolué à propos de ces concepts? Parce qu'on parle souvent d'âmes sœurs, mais en vérité, l'idée qu'on s'en fait n'a rien à voir avec la réalité spirituelle de l'âme sœur. Voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Bon, tout d'abord, moi, je traite le sujet de l'âme sœur ou l'âme jumelle dans mes livres plus du côté romancé, du côté romantique. C'est pas l'aspect de mes livres qui a le plus de bases scientifiques. Je crois que les bases scientifiques sur cet aspect-là sont assez ténues d'ailleurs. Donc moi je le romance pour être clair. Donc je ne prétends pas être un spécialiste du sujet. Par contre, dans beaucoup de témoignages que j'ai eus, que ce soit de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou de personnes qui ont fait des sorties hors du corps, j'ai entendu la notion de famille d'âme et de réunion de famille d'âme dans le monde immatériel. Ça arrive beaucoup lors des expériences de mort imminente où l'âme qui quitte le corps retrouve des gens qui font partie de sa famille d'âme. J'ai eu des témoignages de personnes qui sont sorties hors du corps et qui ont vu des familles d'âmes planifier une nouvelle vie matérielle sur une planète ou sur Terre. Donc cet aspect-là revient souvent. Et du coup, quand je retrouve quelque chose de manière récurrente dans des témoignages de gens qui ne se connaissent absolument pas, j'ai tendance à penser qu'il y a une part de vérité. Alors, tu sais que donc mon podcast est au sujet des croyances limitantes. Mm-hmm. Et dans le bouddhisme précisément, donc on montre que toute pensée est matière. Et mon objectif dans ce podcast, c'est de montrer que nos croyances façonnent notre réalité de manière à ce que les gens prennent conscience de leur propre pouvoir.
Mhm. Alors c'est évidemment sans nier les réalités sociales et économiques de chacun, mais quel que soit notre point de départ, il me semble que nous avons toutes et tous un immense pouvoir créateur, de par nos simples pensées, et qui peut se déployer grâce à l'amour. Et ça, c'est notamment ce qui est montré en physique quantique, je crois. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je sais pas si je peux t'en dire plus par le biais de la physique quantique. Moi, ce que je trouve dans la physique quantique, c'est qu'il y a de la conscience un peu partout. Il y a d'autres domaines de la science qui aussi prouvent qu'il y a des associations de choses qui se passent. Donc, likes attract likes, comme on dit en anglais, la loi de l'attraction. Donc ça, on la retrouve dans certains domaines de la physique. Par contre, en, en étudiant en étudiant la conscience et en étudiant comment nous fonctionnons, comme tu le sais, je suis allé sur une retraite d'Eckhart-Tolle. Je suis aussi pas mal d'autres enseignants dans ce domaine, notamment Joe Dispenza qui parle beaucoup de ça et qui m'intéresse beaucoup parce que lui, c'est également basé sur des recherches scientifiques assez pointues, des scans du cerveau, etc. Et ces gens nous enseignent qu'en fait, nos pensées prédisent notre destinée par la simple logique qu'au fait, si on pense à quelque chose, au bout d'un moment, on va agir de la sorte. Si on agit ou même en allant plus loin, si on pense à quelque chose, on va faire certains choix. Si on fait certains choix, on va agir d'une certaine façon. Si on agit d'une certaine façon, on va façonner son comportement, ses habitudes. Nos habitudes vont façonner nos expériences et nos expériences vont aussi gérer nos émotions. Donc, il y a tout un circuit qui fait qu'on va, de par nos croyances à la base de des simples pensées, on va arriver à se former un schéma de croyance qui va devenir un schéma d'expérience et en gros ça va forger notre futur, donc notre destinée, et du coup il est très très important surtout si on veut changer quelque chose de retourner à la base et d'observer comment l'on pense, quel est son schéma de pensée. On a à peu près j'ai jamais trouvé un chiffre précis, mais j'ai beaucoup cherché et je dirais dans les études que j'ai pu trouver qui m'ont l'air assez sérieuses, ça va de 20 à 30 000. Donc on a à peu près de 20 à 30 000 pensées par jour, dont à peu près 90% sont répétitives. Donc c'est un schéma de pensée qui tourne en boucle. D'ailleurs, si on se mettait à penser tout haut ce qu'il y a dans notre tête, je pense que la plupart des gens nous prendraient pour des fous sans se rendre compte que eux pensent la même chose et de manière aussi répétitive que nous. Donc, je pense que une de la base du changement et de l'amélioration de notre situation, que ce soit à titre individuel ou à titre sociétal, c'est de revoir le schéma de pensée, nos schémas de pensée. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ça doit être fait à niveau individuel, mais aussi au niveau de la société, parce que c'est nos croyances sociétales qui influencent la destinée de notre planète. Bien sûr, et bien souvent, ces croyances sont inconscientes et vraiment, on ne s'en rend pas compte. J'ai interviewé Camille Griselin sur ce podcast qui a fondé l'hypnose sagesse. Donc, c'est une méthode en hypnose qui permet justement de reprogrammer les croyances. Et elle disait quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, on est à 90% contrôlé par notre inconscient. Et enfin, c'est un chiffre que je donne, je ne connais pas le chiffre exact, mais en tout cas, une très grande majorité de notre personnalité est contrôlée par notre inconscient. Et par exemple, on peut vouloir une situation, je sais pas moi, confortable, avec de la sécurité, donc avec de l'argent, sauf que dans notre inconscient, l'argent est associé à quelque chose de négatif. L'argent, c'est les riches, égoïstes, ou alors c'est du sacrifice, c'est du stress.
Moi, je vois beaucoup cette croyance, puisque j'ai voyagé en Asie et en Amérique latine. Beaucoup de gens me disaient tout le temps que l'argent, c'était du stress. Donc, de toute façon, il vaut mieux pas en avoir. Ce qui peut parfois les mettre dans des situations très inconfortables. Et à l'inverse, nous, on peut peut-être parfois trop idéaliser l'argent. Enfin bon, bref, je prends l'exemple de l'argent, mais parce que ça parle à tout le monde. Mais donc, elle disait, voilà, il y a 10% de ta personnalité qui veut de l'argent, sauf que 90% n'en veut pas. Donc, tu vas constamment te mettre dans des situations qui vont faire que tu n'auras pas d'argent. Ouais, je pense que c'est tout. C'est toute la complexité de la pensée positive, c'est-à-dire que pour faire une vraie pensée positive, pour que la pensée devienne créatrice et change notre avenir, il faut vraiment aller changer l'entier de notre système de croyances. Et on disait avant, si on a entre 20 et 30 000 pensées par jour, toi et moi, on sait très bien qu'on n'a pas inventorié nos 30 000 pensées de hier. Si on fait l'exercice honnête de se dire, mais à quoi a-t-on pensé hier, on va peut-être justement arriver à 10% de ce nombre, et ce qui tenterait à donner raison à ton interlocutrice qui dit que 90% de nos pensées sont inconscientes. En fait, elle tourne à l'arrière-plan sans qu'on puisse mettre de la conscience dessus. Et je pense que une des raisons de l'attrait actuel de toutes les techniques de pleine conscience, de la méditation, de vivre plus consciemment et plus lentement, c'est justement de prendre conscience de ce phénomène et de le mettre en lumière. Et je pense que c'est vraiment important de mettre toutes ces croyances en lumière, finalement d'essayer vraiment de temps en temps, chaque jour, de faire des pauses et de se dire, mais en fait, je pense à quoi? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce qui tourne en fait dans mon ordinateur biologique? Parce qu'autrement, on se fait entraîner par un tourbillon de choses qu'on ne connaît pas, et on laisse à cela le pouvoir de présider de notre destinée. Donc je pense qu'effectivement, et quand tu me dis que c'est via l'hypnose, ça me parle vraiment, parce que à un moment donné, il faut trouver des techniques pour aller mettre de la lumière à toutes ces pensées qui tournent en arrière-plan, et les faire devenir de plus en plus conscientes, parce que c'est que si on en a conscience qu'on peut ensuite arriver à les changer. Et comme la pensée, c'est un énorme cercle, hein, le cercle de pensée va nous procurer des émotions. On peut avoir des émotions inconscientes, c'est-à-dire qu'on peut penser à quelque chose, justement penser à l'argent. Il y a une pensée consciente qui dit j'en veux plus, puis il y en a 12 inconscientes qui nous amènent des émotions négatives, par exemple de l'envie ou de la jalousie pour ceux qui en ont. Et à ce moment-là, de manière consciente, on se dit ah oui, j'aimerais plus d'argent. Puis au même moment où on pense ça, on déclenche toutes ces autres pensées beaucoup plus négatives, et on associe ça à une émotion négative, donc une expérience négative. Donc c'est pour ça au fait que la pensée positive qui fait appel seulement à notre volonté a peu de chances de réussir. Il faut maîtriser toute la pensée, y compris la pensée inconsciente, pour arriver à changer quelque chose de notre vie. D'où l'importance, je pense, des thérapies. Alors, quel que soit le type de thérapie, que ce soit une thérapie où on parle ou pas, je pense que c'est super important de faire ce processus de déconstruction, finalement, culturelle et sociale, pour arriver à reprogrammer nos croyances vers un chemin plus positif. Et très intéressant, tout à l'heure, tu parlais de la lenteur, parce il y a encore des personnes qui je discutais l'autre fois avec un ami qui me disait ah bah non mais moi la méditation ou la lenteur c'est absolument pas pour moi.
Mais je pense que c'est pour tout le monde, justement. Je pense que ce n'est qu'une question de pratique et d'entraînement, et je pense qu'au contraire, il n'y a que en accueillant le silence et la lenteur qu'on arrivera à se rendre compte de ces mécanismes psychologiques qui sont très profonds, très très inconscients. Oui. Mais disons à la lente, j'ai aussi beaucoup ces discussions des gens qui disent mais moi je peux pas perdre de temps à faire ça. Mais je suis convaincu maintenant et qu'en fait c'est perdre du temps pour en gagner, dans le sens, et quand je dis perdre, c'est probablement pas le bon usage du mot, mais j'associerais à ça un peu à courir on court dans toutes les directions sans avoir de but. C'est un peu comme faire une course d'orientation sans avoir de carte. Euh, et prendre le temps au fait d'analyser ce qui se passe à l'arrière-plan nous permet de voir justement tous ces conditionnements qui nous font faire des choses de manière automatique, qui sont pas des choses qui nous sont forcément bénéfiques, ni bénéfiques pour la planète, ni bénéfiques pour la société. Et du coup, on fait, mais surtout ce qu'on fait, il y a peut-être seulement 10% de choses qui vont vraiment dans la bonne direction. Et le reste, qui est soit neutre, soit qui va en sens contraire. Donc, si on court pour faire 2 pas en avant et 3 en arrière, on gagne pas beaucoup de chemin. Donc au final, je pense que le temps qu'on prend pour justement et qu'on associe à de la lenteur, mais qui est finalement un temps qu'on prend pour comprendre les processus inconscients, et du temps gagné. Ensuite, on va agir, on va peut-être faire moins d'actions, mais on va agir de manière juste et dans la bonne direction. Tout à fait, oui. Non, c'est pour ça que la méditation ou autre pratique de pleine conscience est extrêmement importante dans nos sociétés. Toi, il me semble que tu pratiques la respiration holotropique. Alors j'ai pratiqué la respiration holotropique, j'aime beaucoup ça. Ces temps j'en pratique moins parce que j'ai plus de personnes avec qui de la faire, donc ça dépend des circonstances. Donc ces temps je fais beaucoup plus de méditation. Mais effectivement, je suis un grand adepte, j'aime beaucoup cette technique de respiration holotropique. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est au fait une autre façon d'atteindre des états modifiés de conscience. Ça a été développé par Stanislas Grof, qui est un psychiatre qui a beaucoup utilisé le LSD pour guérir ses patients au moment où ça a été interdit. Et du coup, il voulait pas se mettre hors la loi. Il a essayé de trouver une autre technique qui amenait plus ou moins, mais de manière naturelle, au même état de conscience. Il a développé justement cette respiration holotropique. C'est un mélange, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par se sentir bien, donc on se relaxe, on fait un scan de son corps, on ralentit ses pensées, et puis une fois qu'on est déjà bien calme, on accélère sa respiration, donc on s'hyperventile, et c'est associé avec de la musique. C'est probablement le même processus que les cérémonies chamaniques ou autres, où au fait il y a du tambour, il y a de la musique qui va aider le cerveau à changer d'état de conscience. Et l'association de toutes ces choses fait que pas à chaque fois, mais que bien souvent, en tout cas sur moi, ça marchait assez souvent, on rentre dans un état de conscience modifié, où on peut faire des voyages, style voyage chamanique, le même genre de voyage qu'on ferait sous ayahuasca par exemple, et on a la possibilité, et ça arrive assez souvent, de justement rencontrer ces phénomènes inconscients, les mettre en lumière et les comprendre. Est-ce que tu t'es intéressé aux données scientifiques de ces états modifiés de conscience, je veux dire purement médicaux en fait Pas autant que le reste des sujets que je traite, que les sciences noétiques, mais en lisant
des ouvrages comme ceux de Joe Dispenza où il y a des scans du cerveau, où on voit les ondes que dégage un cerveau en état de méditation profonde ou chez les gens qui ont l'habitude de le faire, etc. Je me suis bien rendu compte qu'il y avait une donnée biologique, énergétique et biologique à tout ça, et que finalement de ralentir de nos pensées, d'entrer dans des états de méditation profonde avait des vrais dégageait des ondes et ensuite des je sais plus quelle substance c'est, si c'est pas de l'endorphine, mais je sais plus laquelle, mais de la chimie dans le corps qui était bénéfique. Donc la DMT peut-être. Oui, voilà, exactement. Donc oui, pas en étudiant ce phénomène de manière particulière, mais en étudiant d'autres phénomènes, je suis tombé dessus et disons, c'est une chose dont je suis assez convaincu. Je suis convaincu que notre corps physique est qu'une toute petite partie de l'équation de qui nous sommes, que nous avons aussi un corps énergétique, que nous avons encore d'autres corps encore plus subtils, et que finalement, comme pour tout, comprendre l'aspect matériel n'est pas suffisant. On le voit par exemple en médecine, que finalement, souvent quand une maladie se déclare, c'est qu'un symptôme de ce qui se passe derrière. Et notre science actuelle, notre médecine actuelle est très forte pour guérir le symptôme, mais la cause, on va plutôt la trouver par des techniques telles que celles que nous avons décrites que par la médecine traditionnelle. Oui, exactement. Si on fait un dézoom des études sur la conscience, un dézoom global, est-ce que tu arrives à constater quelles sont les évolutions des croyances concernant la conscience? C'est très très vaste et ça dépend aussi de quelle région on parle. Mais si on parle de notre société occidentale, je pense que on est passé d'abord de quelque chose de très spirituel, où la religion a pris le dessus. Ensuite, la religion a été utilisée comme un outil de contrôle et de pouvoir. Je pense qu'une grande partie de la religion a perdu son caractère sacré et pour justement pour servir des desseins beaucoup plus terre à terre, matériels et pas forcément dans le but d'une élévation de conscience collective. Donc il y a eu un abus de l'utilisation de la science. La science la religion dans son côté abusif a tenté de museler la science quand elle pouvait démontrer des choses contraires à la religion. Il y a une vraie guerre entre religion et science. Ensuite, la religion a perdu de son statut, de son aura, et la science a pris toute la place. Et il y a eu un moment donné où je pense, parce que la science a dû s'affranchir de la religion, elle a mis toute la spiritualité, tout ce qui était métaphysique dans le même pot, et elle s'est gardée d'être très différente de ça, donc elle s'est voulue très matérialiste, et elle voulait aussi s'affranchir des croyances, donc elle voulait n'être que quelque chose que on peut démontrer et prouver. Et ce faisant, elle s'est pas rendue compte qu'elle s'est aussi limitée et dogmatisée. Et puis aujourd'hui, je vois dans le mouvement scientifique un retour vers des croyances ouvertes, pas de la religion, pas du dogmatisme, mais des croyances plus ouvertes, justement parce que on a des données contradictoires. On a toutes ces données, ces expériences de mort imminente, ces expériences de sortir du corps, il y a beaucoup de phénomènes. On parlait des 80% de matière qu'on ne connaît pas dans l'univers. Donc, il y a quand même beaucoup de phénomènes qui sont aujourd'hui inexpliqués par la science purement matérialiste et qui amènent la science à se redéfinir. Et dans cette redéfinition,
elle accepte de plus en plus les phénomènes inexpliqués, et je pense qu'on repart maintenant vers j'espère vers une cohésion, ou enfin une façon de voir qui allie la science et la spiritualité et qui ne les oppose pas. Oui, avec un retour au sacré et au spirituel, indépendamment finalement des dogmes religieux. Voilà, exactement. Je pense qu'en fait, on est dans une époque où on a compris que l'ego humain avait mis beaucoup d'informations contradictoires dans le sacré, et qu'il fallait nettoyer ça, il fallait séparer et revenir à ce qui dans le sacré forme des lois universelles, des lois qui nous font comprendre la vie, des lois qui nous éclairent pour pas détruire la vie aussi. Et je pense que voilà, je dis toujours, je dis dans mes livres, je dis dans pratiquement toutes mes interventions, et je vais le faire maintenant, que si on n'élève pas nos consciences, on va droit dans le mur, et que la seule solution aux problèmes politiques, égoïstiques et climatiques actuels, c'est une élévation des consciences globales. Il faut pas penser que la solution viendra de quelqu'un d'autre, ou viendra du haut, ou qu'un jour on élira un dirigeant tellement sage qui va solutionner tous ces problèmes. On élira des dirigeants qui correspondent à notre niveau de conscience, et ça ne changera pas. Et je dis souvent aux gens qui se plaignent de leurs dirigeants que malheureusement ils représentent le dénominateur commun de l'état de conscience d'un pays, et que la seule façon d'avoir des meilleurs dirigeants, des dirigeants plus conscients, des dirigeants qui ne font pas des guerres abominables, ou qui prennent des décisions en faveur de l'économie sans voir plus loin, et sans respecter la nature et les ressources premières et ce qui nous fait vivre. La seule façon d'avoir des gens qui passent au-delà de ça, c'est que la majorité du peuple d'un pays ou d'une communauté ou au niveau mondial ait une conscience à ce niveau-là. Et donc je pense que c'est tout le challenge, c'est toute la difficulté, mais aussi l'espoir que nous avons, c'est d'élever nos consciences. Et penses-tu que justement on a tous un rôle à jouer par rapport à ça, tant que tant que le niveau de conscience est un minimum élevé, j'aime pas trop tous ces mots de dire conscience élevée, avancée, parce que on se met un peu en position de supériorité, mais est-ce que quand même il y aurait pas, chacun aurait pas un rôle à jouer dans cette élévation de conscience collective? Oui, alors pour éviter de se mettre dans un rôle de supériorité, je pense que il faut parler d'élévation de conscience collective. Je pense que je pense que le changement arrivera que quand la conscience collective sera plus élevée. Mais tout un chacun, on peut travailler à cette élévation collective. Et ce que je vois et qui me donne beaucoup d'espoir, c'est qu'il y a plus en plus de personnes, même si ça représente pas encore la majorité, qui œuvrent à cette élévation de conscience collective. D'ailleurs, tu t'es intéressé, je crois, à l'éducation en Finlande. Est-ce que tu penses que l'éducation peut être un vecteur d'élévation des consciences, et dans quelle mesure? Alors, je pense que l'éducation est la clé de l'élévation des consciences. Je pense que finalement, on parlait de ces 90% de pensées qui sont inconscientes et qui façonnent notre destinée. Ces pensées, elles nous viennent de notre éducation, entre autres, mais une grande partie vient de notre expérience, de notre enfance. Donc, elles sont influencées par notre environnement, par nos parents,
mais une grande partie est influencée par ce qu'on apprend à l'école. Donc travailler sur les croyances, on parlait par exemple du monde matérialiste, de la physique, de la science matérialiste, c'est encore celle qui aujourd'hui qui est enseignée dans la plupart des écoles à nos enfants, alors que il y a énormément de données qui nous prouvent qu'elle n'est pas complète. On enseigne encore la théorie de l'évolution à la mode Darwin, alors qu'on sait maintenant qu'elle est très très incomplète. Donc là, il y a un énorme rôle à jouer, parce que si on pouvait déjà enseigner à nos enfants ce qu'on sait réellement, l'étendue de ce qu'on sait réellement, y compris le champ quantique, les mémoires akashiques, le fait que la conscience est multidimensionnelle, etc. Je pense qu'on limiterait beaucoup les fausses croyances. Très intéressant la conception de Darwin. Est-ce que parce qu'on fait beaucoup d'études sur l'adaptation humaine physique, d'ailleurs j'ai même eu un invité qui est spécialisé là-dedans sur le podcast, qui a créé donc Human Adaptation Institute, pour qu'on puisse s'adapter physiquement à tous ces changements climatiques, à toutes ces périodes de crise terribles qui nous arrivent et qui vont nous arriver de toute évidence. Est-ce que toi, tu aurais une vision un peu plus, je sais pas moi, spirituelle de la chose? Est-ce qu'il ne s'agit que du physique finalement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu? Quels seraient les grands axes qui pourraient s'ajouter à cette théorie darwinienne? Si tu veux, il existe d'autres théories qui viennent compléter la théorie de Darwin, notamment celle de Rupert Sheldrake, qui à l'image d'Erwin Laszlo, parle d'un champ d'information. Il l'appelle le champ morphogénétique, sauf erreur. Et cette théorie finalement dit que les formes du vivant sont déjà prédéterminées dans le champ d'information universel, et que il y a un échange constant entre les formes de vie et ce champ d'information qui fait que ce plan évolue. Donc, si on prend un exemple, je vais prendre l'exemple que c'est quelque chose que j'explique dans ma BD, dans mon roman graphique. J'avais pris l'exemple de l'aigle marin. Donc, l'aigle marin, c'est un exemple inventé, mais c'est basé sur des exemples plus complexes qui ont été démontrés par la science. Mais l'aigle marin est victime dans certaines régions d'Asie de la surpêche. Donc, il a de la peine à se nourrir. Les filets de pêche capturant que les gros poissons, il reste les petits, mais l'aigle marin étant un peu trop gros et trop massif pour pas assez agile pour attraper les petits poissons, dans son état de forme actuel, il a de la peine à les capturer. Donc petit à petit, il change de forme, il devient plus compact, plus rapide, et de fait, avec cette forme-là, il arrive mieux à se nourrir. Donc après, la théorie de Darwin rentre en jeu, et c'est justement les plus petits spécimens qui survivent et qui se multiplient, qui procréent et qui se multiplient, et les plus gros qui ont de la peine à se nourrir et qui meurent. Mais l'autre chose super intéressante, c'est que dans des zones où il n'y a pas de surpêche, donc dans des zones où il est toujours OK pour les aigles marins de pêcher des gros poissons, ils subissent le même changement. Encore une fois, cet exemple-là est inventé parce que les exemples que je pourrais donner sont un peu plus complexes et prendraient beaucoup plus de temps à être expliqués. Mais on a prouvé en science, dans les sciences de la vie, que une forme qui se développe dans un coin du monde va se développer dans un autre coin du monde. Donc il y a une information qui passe à travers ce champ-là. Et le champ morphogénétique va prendre plus loin et va aussi puiser sa source dans d'autres endroits de l'univers où il y aurait d'autres formes de vie semblables qui ont fait des expériences positives
et vice versa. Donc, au fait, Darwin n'a compris qu'un tout petit bout de l'évolution, selon ce que j'ai lu et selon mes études des sciences de la vie, et qu'un grand bout est à mettre sur le compte du champ d'information universelle, où toutes ces données sont enregistrées. Il y a un autre phénomène que la science matérialiste n'a absolument pas compris, c'est au fait comment se forme un être, parce que il y a au moment de la création d'un embryon, quand les cellules se rencontrent, à un moment donné, il y a une explosion de cellules qui vont se placer, des milliards de cellules qui vont se placer au bon endroit pour former un petit homme ou un petit chien ou un petit chat ou un petit aigle. Et comment chaque cellule sait exactement où se former reste une grosse inconnue pour la science, qui n'en est plus une si on prend en compte le champ morphogénétique ou le champ d'information universelle, où là seraient contenus les plans de l'animal, et du coup chaque cellule prendrait cette information dans ce champ d'information universelle et viendrait se mettre à l'endroit exact où elle est censée être. Ah oui, c'est assez extraordinaire, ouais. Donc ça devient vite complexe. J'espère que je suis resté très en surface, mais ça montre finalement que tout est toujours en interaction avec cet inconnu. C'est 95% d'inconnu qu'on commence à deviner. D'accord, extraordinaire. Et alors plus côté humain, je prends un exemple que justement Human Adaptation avait cité. Le fait par exemple qu'un humain puisse avoir vécu à peu près les mêmes expériences, enfin même si chaque expérience est unique, mais en tout cas la différence entre ce qu'on appelle un mental fort et un mental plus faible, par exemple face à des conditions extrêmes ou de souffrance extrême, certains vont se relever, d'autres non. Mm-hmm. Et eux, ils essayent justement d'étudier la différence sur le plan purement physique. Est-ce que toi, tu aurais un point de vue un peu plus étendu ou pas? À ce sujet-là, pas forcément. Non, je pense toujours que il faut regarder le problème dans son ensemble. C'est-à-dire que si quelqu'un semble plus ouvert à faire des progrès, d'autres personnes progressent plus lentement. Je pense qu'il y a déjà toutes les données de cette vie ici. Comment la personne a été éduquée, quelle a été son enfance, quels ont été ses traumatismes, comment il a pu les gérer. Mais c'est qu'une partie du problème. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas au niveau énergétique, au niveau de l'âme, de ce qu'a vécu l'âme avant, après. Enfin, donc pour moi, il y a une énorme complexité. On est loin de tout comprendre. Alors, c'est sûr que s'il y a des spécialistes comme la personne qui a participé avant à votre podcast qui étudient ça, je pense qu'ils vont trouver des choses très intéressantes. Moi-même, j'ai pas de théorie toute faite sur ce principe, si ce n'est de garder une grande ouverture sur ce qui peut être proposé, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de phénomènes que je pense que effectivement on connaît pas tous les outils. Et alors, on approche à la fin de ce podcast. J'aime toujours poser cette dernière question. Penses-tu que nous sommes illimités? Oui. Juste oui. Oui. Mais je dirais, je vais élaborer quand même, mais la réponse est oui. Je pense vraiment qu'on est une association d'une conscience ou d'une âme et d'un corps matériel. Alors le corps matériel est probablement assez limité. Par contre, notre conscience, de par sa connexion au champ quantique, donc sa connexion à tout ce qui existe dans l'univers, est illimitée, ou en tout cas a les mêmes limites que l'univers lui-même. Après, la clé, c'est, et je parle beaucoup de ça dans mes romans, la clé, c'est d'y avoir accès, ou d'entendre ces messages, ou d'arriver à décrypter ces données. Et donc de se rendre en Himalaya, dans un monastère.
Exactement. Là où le temps tellurique est extrêmement propice. Voilà. Comme ils le font dans Mon dernier moment. Pour aller étudier, pour aller lire les mémoires akashiques et retrouver des civilisations éteintes. Super. David Perroux, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Anaïs, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt.